Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 15 de Cinécure. Vous avez envie de voir un film mais vous ne savez pas quoi regarder. Pas de panique, je regarde les films, je fais le tri et tous les premiers mercredis du mois je vous en conseille 4 sans limite de genre ni d'époque à la seule condition qu'ils soient disponibles en VOD ou en streaming. Je n'avais pas défini de thème spécifique pour ce mois-ci mais en posant les films sur le conducteur de l'émission, je me suis aperçu avec stupeur que quelque chose les reliait tous, la jalousie. Et pas n'importe quelle jalousie, celle d'un homme pour sa femme. L'occasion de se rappeler, comme l'avait justement souligné l'indispensable Virginie Despentes, que le cinéma est malheureusement bel et bien un art qui a été pensé par des hommes, pour des hommes. Si cela a tendance à évoluer timidement ces dernières années, avec des films qui tantôt questionnent notre rapport au genre, tantôt dénoncent le comportement problématique et souvent révoltant de beaucoup de mes concitoyens, voire même éliminent complètement les hommes de l'intrigue et du récit, je pense bien sûr à l'incroyable Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, mais je suis certain qu'il y en a d'autres. Il me semblait intéressant de regarder cette liste de 4 films et d'y observer, d'y scruter même, la tenue des hommes, leur positionnement face aux personnages féminins, mais aussi dans l'histoire en général. C'est pour ma part une source intarissable de réflexion, de remise en question. Comment sont-ils représentés, ces hommes ? Serais-je capable de me comporter de cette manière ? Est-ce que j'ai déjà fait preuve d'une telle muflerie ? Et si oui, en suis-je conscient ? Je n'ai pas la prétention de dire que mon podcast va changer les choses, mais je suis certain, et si vous êtes fidèle à Cinécure, vous vous en serez rendu compte, qu'une bonne contextualisation permet un meilleur visionnage et que le cinéma porte en lui, de par sa forme si particulière et sa position dans une industrie du divertissement à cheval entre art et commerce, les éléments qui apporteront le changement. Mais trêve de bavardage, on part sans plus attendre pour les années 60 et la nouvelle vague, puisqu'on va explorer un film maudit finalement porté à l'écran, pour ensuite plonger à Los Angeles au sein du quotidien psychotique d'un scénariste misanthrope, et enfin explorer la jungle luxuriante d'un maraîcher expatrié. J'espère que vos ceintures sont attachées, ça risque de secouer un peu, mais je vous promets un voyage plein d'enseignements. On y va! Le Redoutable de Michel Hazanavicius, durée 1h47. 1967, Jean-Luc Godard est un dieu du cinéma. Considéré comme un génie, il tourne La Chinoise avec Anne Wiazemski, dont il tombe amoureux. Un an plus tard, La Chinoise a fait un bide, mais il est marié avec Anne et la révolution de 1968 commence. Godard est toujours dans une impasse et petit à petit, alors qu'il veut continuer de faire la révolution, son mariage prend l'eau. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à 4 pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Décidément, Hazanavicius me surprend toujours. Dire que la première chose qui m'a attiré vers ce film est l'imitation impeccable que Garrel fait de Godard, et que j'avais entendu la première fois lors d'une émission de France Inter, j'ai lancé le film pas très serein parce que si déjà on en fait toujours des caisses avec la nouvelle vague, que dire du traitement autour de son cinéaste le plus représentatif ? Je crois que j'avais simplement peur de m'embarquer dans un film qui serait à la gloire de Godard et de son personnage, et je suis tombé sur un film qui fait précisément l'inverse et qui au contraire regarde Godard assez objectivement, sans complaisance ni pour l'artiste qu'il a voulu être, parfois avec succès et d'autres fois pas, ni pour l'homme qu'il a été, souvent méprisant mais encore plus souvent méprisable. Il y a une raison à cela, c'est que le film est tout simplement adapté par Hazanavicius lui-même du bouquin qui a été écrit par Anne Wiazemski, intitulé Un an après, et que donc le livre, comme le film, adopte la perspective de celle-ci, ancienne épouse de Jean-Luc Godard et accessoirement muse, pendant un temps du moins, du cinéaste. À l'écran, Louis Garrel, on l'a dit, qui fait un excellent travail en interprétant de la manière la plus détestable possible un homme qui ne manquait pas de l'être, et pour l'accompagner, Stacey Martin, qui est impeccable et que l'on va voir plier 100 fois sous les injonctions de son mari jaloux et possessif. Toute son interprétation fait preuve d'une grande subtilité, puisque son personnage évolue de manière presque imperceptible. Ce couple est encadré par une distribution qui a pour mission de reproduire cette période trouble et ces moments historiques dans la société française. Une révolution dans laquelle, on le voit, Godard tente tant bien que mal de s'inscrire, d'aucuns diront par opportunisme, d'autres par génie. Le fait est que cette appropriation n'a pas toujours fonctionné et que ce qui est merveilleux dans le film, c'est que c'est précisément ce à quoi Hazanavicius a décidé de s'intéresser. La difficulté de Godard à coller au mouvement et son insistance, sa pugnacité même à vouloir l'intégrer en respectant des valeurs nouvelles sont au cœur du film d'Hazanavicius qui tantôt semble respecter la rectitude de son personnage, tantôt moque sa gaucherie, sa muflerie et sa bêtise.
Accompagné de Guillaume Schiffman à la photographie, le cinéaste réussit en plus le pari de faire un film beau. À l'image des 2 opus d'OSS, ou plus évidemment encore de The Artist, Le Redoutable est aussi un hommage réussi à l'esthétique de la nouvelle vague, reprenant certains tics de langage audiovisuel dont le mouvement nous a abreuvés, toujours pour appuyer son propos hautement politique et jamais gratuitement. Schiffman, qui a accompagné Hazanavicius sur les 2 OSS justement, et The Artist, passe ainsi d'une citation esthétique à l'autre avec une facilité déconcertante et réussit à offrir malgré tout un ensemble homogène et qui ne trompe pas son public, mais l'accompagne. Enfin, et c'est important de le noter, le film est objectivement drôle. Alors, pas drôle comme le serait une comédie populaire française, et je ne méprise absolument pas la comédie populaire française, tellement on y trouve de grands films, comme j'ai pu vous le démontrer souvent ici même, mais drôle sans sacrifier rien du sens politique du film. Drôle comme peut l'être un film dans lequel on mettrait tout un tas de choses que l'on a sur le cœur, comme c'est le cas de Michel Hazanavicius, qui sort à l'époque de l'échec de son film de guerre The Search, qu'il a tourné après avoir remporté l'Oscar pour The Artist, et qui n'a pas rencontré son public. La force d'Hazanavicius, c'est donc bien de cumuler 3 choses. D'une part, parler de Godard sans faire un biopic classique et à travers le regard d'un témoin unique de la mutation du cinéaste. De le faire sans remiser son sens de l'humour et sa verve cinématographique. Et surtout, de ne pas oublier que oui, à cette époque et dans ce milieu, tout était bel et bien politique. C'est donc tout à fait logiquement que Le Redoutable est un film politique. Si vous aimez Mai 68, le cinéma, mais pas particulièrement Jean-Luc Godard, alors Le Redoutable vous plaira. En 2017, sortait en France Le Sens de la Fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Dunkerque de Christopher Nolan et Paddington 2 de Paul King. Et le film est disponible sur Netflix. L'enfer de Claude Chabrol durait 1h42. Paul, un propriétaire d'hôtel endetté mais volontaire, tombe amoureux de Nelly, une jeune femme légère et spontanée. Alors qu'ils se marient et ont un premier enfant ensemble, les affaires vont un peu comme elles peuvent et Paul a de plus en plus de mal à trouver le sommeil. Parallèlement, il commence à douter de la fidélité de son épouse. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien sûr, maintenant c'est un peu tard, hein. Ce qui est fait est fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu le demandes? Et ta petite virée dans l'île? Oh non, tu vas pas recommencer. Je te l'ai dit, j'étais crevée et je me suis reposée. Tu crois pas que tu bois un peu trop? J'ai froid. Moi aussi j'ai froid. T'en veux? Alors, tu t'es reposé? Oui. Pendant une demi-heure? Non, pendant 5 minutes. Faux! Vous avez filé à 11h30 et midi sonnait quand je suis arrivé. Écoute, Oui. pour la dernière fois, on est parti à 11h30. On a été jusqu'à la digue et au retour, je me suis reposée. Dans l'île, c'est vrai. Mais parce que j'étais fatiguée. Et c'est pour ça que tu t'es couché dans l'herbe. Je me suis pas couchée dans l'herbe. Tu mens! J'en ai marre de tes mensonges. Tu vas me répondre, oui! Ah, Mais lâche-moi! tu vas me dire la vérité? Eh ben oui, j'ai couché avec Martino. Oui, j'ai couché avec Martino. Dans l'île, dans sa voiture. Chez lui. Là, sur le lit, pendant que t'étais au marché. Là, t'es content maintenant? Vous le savez certainement si vous écoutez ce podcast depuis ses débuts, j'ai développé un deuxième rendez-vous qui a lieu tous les 3e mercredis du mois qui s'intitule Ciné Essentiel. Dans celui-ci, nous abordons avec mon ami David Emanueli la carrière de Henri-Georges Clouzot et l'idée était d'analyser un film par épisode et c'est à peu près ce qu'on a fait. J'utilise le passé parce que tous les épisodes ont été publiés, sauf un dernier qui sera un hors-série et qui sortira donc le 13 juillet, exceptionnellement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que L'Enfer, c'est le film maudit de Clouzot, celui qui n'est pas parvenu à réaliser pour tout un tas de raisons que nous détaillons dans l'épisode qui est dédié au non-film donc, et que longtemps, ce film est resté une sorte de mythe, une frustration intense pour qui aime le cinéma de Clouzot, cinéaste hors pair et personnage très particulier du paysage cinématographique français. Il faut dire que sur le papier, tout était extrêmement vendeur. Construit autour de Romy Schneider, le film avait pour ambition d'explorer le thème de la jalousie en proposant notamment des techniques de mise en image totalement révolutionnaires pour l'époque. Clouzot serait passé, pour les besoins du film, du noir et blanc à la couleur et prétendait plonger le spectateur dans les affres de la personnalité d'un psychotique, en l'occurrence un mari jaloux.
Quand 30 ans plus tard, Claude Chabrol, un autre personnage particulier du paysage cinématographique français, débarque et annonce qu'il va réaliser, lui, le film que tout cinéphile rêve de voir depuis 1964, évidemment, ça fait des vagues. Alors, non, l'enfer de Chabrol n'est évidemment pas l'enfer de Clouzot. Quand on connaît le maître et qu'on a vu ce dont il était capable en termes de réalisation, on se dit que Chabrol a été bien timoré. Visuellement, Clouzot ambitionnait quelque chose qui flirtait avec l'art contemporain, quand Chabrol se contente de réaliser un film. Mais quel film ? D'abord, il y a la réalisation et la modernisation des procédés que Clouzot avait pensés, une mise à jour nécessaire et intelligente pour les années 90, mais surtout, ce qui fait d'ailleurs le sel du film, il y a les prestations magistrales de François Cluzet et d'Emmanuel Béard. Quand le film débute, Cluzet est ambivalent, en retrait et propose une interprétation subtile qui laisse entrevoir, tout en fermant la porte, ce qu'il pourrait devenir. C'est compliqué de jouer quelque chose comme ça, parce que comment est-ce qu'on laisse entendre ce qu'on pourrait être et ce qu'on n'est pas ? Cluzet relève le défi, et plus le film avance, plus on glisse avec lui dans sa névrose, son obsession. Il nous attire au cœur de sa destruction et nous montre comment un homme, qui semblait pourtant avoir tout pour réussir, va se saboter. Mais si Cluzet assure, c'est bien Emmanuel Béard qui brille. Pour le coup, quand le film commence, on ne sait pas bien à quoi elle joue. Ultra exubérante, en surjeu, j'ai vraiment eu très peur de devoir me farcir 1h40 comme ça, sauf que comme je vous l'ai dit, on glisse petit à petit avec Paul jusqu'à nous retrouver dans une situation inextricable où Béard est prisonnière de ce type qui manifestement a perdu tout sens commun. Il faudrait, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'épisode 9 de Ciné Essentiel, pouvoir prendre une photo de Nelly, le personnage qu'elle interprète, au début et à la fin du film. Ce serait saisissant. Et ce n'est pas le maquillage qui fait le job tout seul, mais bien une prestation tout en subtilité, par petites touches, qui nous emmène lentement mais sûrement dans la prison dans laquelle elle va se retrouver au terme du film. Et pas d'inquiétude, je ne vous révèle rien en vous disant ça. Tout le film s'organise donc autour de ces deux acteurs, de leur jeu et du glissement de terrain sur lequel ils nous emmènent. Chabrol, qui a un don pour mettre en scène la cruauté quotidienne, mais qui n'est pas un cinéaste qui jusque-là avait su me toucher, parvient à sortir son plus beau jeu et propose un film intense, prenant et très très bien mis en scène. Si on ajoute à ça la triste modernité et actualité du film, on est vraiment face à une excellente surprise. Si vous aimez le jeu d'acteur et les glissements subtils, alors vous allez adorer l'enfer. En 1994, en France, on pouvait voir au cinéma 4 mariages et un enterrement de Mike Newell, La Cité de la Peur d'Alain Berberian et Rasta Rocket de John Turteltaub. Le film est quant à lui disponible sur Mubi. In a Lonely Place, titre français Le Violent de Nicholas Ray, durée 1h34. Dixon Steele, un scénariste désabusé et aux tendances violentes, est voisin avec Laurel Gray, une femme apparemment détachée et froide. Alors qu'une jeune femme venue aider Dix dans son travail est retrouvée morte, Laurel témoigne en sa faveur et permet sa libération. Les deux tombent amoureux, collaborent, mais bientôt la violence intériorisée de Dixon et l'insistance de la police troublent Laurel, qui ne sait plus si l'homme qu'elle aime est innocent ou bien coupable. Want me to help you solve this murder? I wish somebody would. Well, first you have to have enough imagination to visualize the crime. Here, get up. I'm gonna put this chair here. This one here. Brub, you sit down there. Sylvia, you sit there on Brub's right. Now, you're the killer. You're driving the car. This is the front seat. What makes you so sure this murder was committed in the car? Well, if she'd been killed before she got in the car, the murderer would have hidden her body in the back. In that case, he couldn't have dumped her out without stopping. Now, you're driving up the canyon. Your left hand's on the wheel. Yeah, go ahead. She's telling you she's done nothing wrong. You pretend to believe her. You put your right arm around her neck. You get to a lonely place in the road, and you begin to squeeze. You're an ex-GI, you know judo, you know how to kill a person without using your hands. You're driving the car and you're strangling her. You don't see her bulging eyes or protruding tongue. Go ahead, Brub. Squeeze harder. You love her, and she's deceived you. You hate her patronizing attitude. She looks down on you. She's impressed with celebrities. She wants to get rid of you. You squeeze harder. Harder. Squeeze harder. It's wonderful to feel her throat crush under your arm. Brub, stop it.
I didn't hurt you, did I? No. Oh, are you convinced? I think so. Well, I'm not. My hands. You forgot my hands. I could scratch his eyes out before he could kill me. Ah, but you didn't. Your first instinct was to grab his arm, try to loosen his grip. That's why you lost the battle, just as Mildred did. Alors la raison pour laquelle j'ai découvert ce film de Nicholas Ray n'est absolument pas Nicholas Ray lui-même. Je connais d'ailleurs assez mal son cinéma et à part A Rebel Without a Cause, je ne connais même pour ainsi dire rien de ce qu'il a fait. La raison donc pour laquelle je me suis intéressé à ce film, c'est Humphrey Bogart, bien entendu. S'il y a un acteur qui a su capter l'attention du public lors de ses plus grands succès et qui encore aujourd'hui fascine, c'est Humphrey Bogart. Pourtant, on pourrait arguer qu'il n'a pas une gamme de jeux incroyable, lui qui jouait toujours la même chose. Ça, c'est de prime abord parce qu'en fait, à bien y regarder, son jeu varie toujours très subtilement. Après un début de carrière assez confidentiel, à une époque où les actrices étaient encore des salariés à la solde des grands studios, celui qui s'est fait surnommer Boogie a commencé par jouer des rôles de gangsters plutôt insipides. Mais par un coup du sort, comme seul Hollywood sait en produire, c'est-à-dire un coup du sort qui n'en est pas vraiment un, Bogart obtient le premier rôle dans le film de Raoul Walsh, High Sierra. Je dis un coup du sort qui n'en est pas un parce que c'est un mélange de chance et d'insistance. De chance parce que c'est Paul Muni qui devait interpréter le rôle avant de quitter la Warner, studio qui produit le film, et que c'est donc à George Raft qu'on le propose. Mais celui-ci le refuse. Et d'insistance parce que Bogart a mené une campagne acharnée pour obtenir le rôle, notamment en envoyant de multiples télégrammes à Jack L. Warner, le dirigeant du studio. Ce rôle, qu'il interprète au final parce que Raft l'a refusé, mais aussi parce qu'il a été bien lourdingue, lui a été donné à la condition qu'il cesse d'envoyer les 10 télégrammes. Ainsi s'ouvre en 1941 une nouvelle ère dans la carrière de Bogart qui va interpréter des hommes souvent sous pression, des durs à cuire, qui finissent toujours par lâcher ou laisser entrevoir un brin de folie, une perte de contrôle. Cette perte de contrôle, on la retrouve par la suite dans Le Faucon Maltais de John Huston, Casablanca de Michael Curtiz, To Have and Have Not et The Big Sleep de Howard Hawks, et elle est même au centre de l'intrigue de The Treasure of Sierra Madre de John Huston. Bogart dessine un personnage récurrent qui en a vu d'autres, qui a roulé sa bosse, mais qui craquelle, qui pourrait même exploser à tout moment s'il recevait les encouragements nécessaires. Alors quel rapport avec In a Lonely Place, dont le titre français est Le Violent ? Eh bien, on pourrait avancer que In a Lonely Place est l'aboutissement de ce que Bogart a entrepris de jouer 9 ans plus tôt. Seulement dans ce film-là, il a 9 années de pratique dans les jambes et ça se voit. À l'heure d'interpréter Dixon Steele, Boogie va donc faire montre de tout son talent, de toute sa subtilité pour instiller en nous le doute. Si au début notre interrogation porte sur la façon dont ce scénariste bourru mais parfaitement innocent va se sortir de ce bourbier, très rapidement on se prend à se demander ce qu'il cache. La question n'est plus de savoir s'il est innocent ou non, mais plutôt de quoi il serait capable. Et pour nous aider à nous interroger, il faut souligner et saluer la prestation de la partenaire de Bogart à l'écran, Gloria Graham. Si comme moi vous êtes fan de l'âge d'or, vous avez déjà aperçu Gloria Graham dans notamment It's a Wonderful Life de Capra, The Bad and the Beautiful de Minnelli, The Big Hit de Fritz Lang. Comme vous le voyez, que des réalisateurs importants. Ce n'est pas un hasard, Gloria Graham était une actrice éblouissante. Dans cette histoire de jalousie, elle ne déçoit pas et elle nous emmène dans sa descente aux enfers avec un talent et un brio rares. Avec une partenaire comme elle, qui au début du tournage était mariée à Nicholas Ray, le réalisateur, et à la fin en était séparée, Boogie n'a plus qu'à dérouler. J'ajoute, parce que vous savez que je ne boude pas mon plaisir devant un bon croustifet, qu'après son divorce, Gloria Graham a fini par épouser le beau-fils de Nicholas Ray, son ex-mari. Autant vous dire que c'est pas le genre de femme qui allait se laisser émouvoir par Humphrey Bogart. Ouvrez bien vos mirettes et profitez parce qu'on ne fait plus de duo comme ça. Ce glamour-là, il n'existait qu'à Hollywood et dans les années 40 et 50, il nous a éclaboussés comme jamais. J'ajoute que le noir et blanc du film est très beau, ce qui bien sûr ne gâche rien. Si vous aimez les personnages torturés, le Hollywood de l'âge d'or et les stars qu'il a créés, vous allez adorer In a Lonely Place. En 1950, sortait en France Nous irons à Paris de Jean Boyer, Justice est faite d'André Cayatte et La Ronde de Max Ophuls. Le film est quant à lui disponible à la location sur la Cinétech.
Le Sauvage de Jean-Paul Rapneau durait 1h47. Enfermée dans un mariage dont elle ne veut pas, Nelly, une jeune femme déterminée et spontanée, quitte le domicile conjugal le soir de ses noces. Alors que son mari jaloux la poursuit partout, elle rencontre par hasard Martin, un homme calme et solitaire. Leur destin se lie et Martin doit composer avec cette nouvelle présence dans son quotidien bien huilé. Bientôt, quelque chose naît entre ces deux fortes têtes. Oh, arrêtez, chantage comme une bidinière. Moi aussi, je peux taper, c'est facile. Non. Vous faites la brune sur la photo là dans le tiroir. C'est votre femme? Quel âge elle a? Vous me dites si je me trompe, hein? 46. 47? Ah, et puis dites donc, qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes dans la parfumerie alors? Je croyais que vous étiez jardinier. Elle est où votre boutique? Ah, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça gagne bien ce métier-là? Pas mal. Alors Jean-Paul Rapneau, c'était pour moi le réalisateur surtout de Cyrano de Bergerac. Et puis au hasard de mes recherches, j'ai découvert la fantastique émission À voix nue, en 5 épisodes, où le réalisateur se raconte. Ça m'a donné envie de le découvrir, et donc j'ai fait une razzia en bonne et due forme dans ma médiathèque. J'avais, comme je l'ai dit, déjà vu Cyrano, et pu constater que Rapneau avait un vrai talent et une ambition folle dans sa mise en scène. Après avoir vu La vie de château, son premier film, j'ai donc lancé Le Sauvage, dont je n'attendais rien de particulier. Très vite, j'ai compris que quelque chose se passait. C'est en grande partie dû à la prestation multivitaminée de Catherine Deneuve. Pas franchement connue pour sa physicalité, je l'ai trouvée habitée d'une énergie folle. Toute la première partie du film repose sur ses épaules, et elle mène le film tambour battant dans une décennie qui n'est pourtant pas vraiment la sienne. Elle obtiendra d'ailleurs une nomination au César de la meilleure actrice pour ce film. En face de ce personnage volatile, on retrouve un Yves Montand qui est un monstre de calme et de tranquillité et qui, comme d'habitude, donne vie à un personnage qu'on n'a aucun mal à imaginer vivre en autarcie sur sa petite île. Petit à petit, son personnage se dévoile et on découvre qu'il n'est pas là par hasard. Le film est imparfait, c'est indiscutable, et certaines choses restent irrésolues à la fin, mais je trouve que le couple Deneuve-Montand, que l'on retrouvera en 81 pour Le choix des armes d'Alain Corneau, fonctionne à merveille. Outre ce duo, on retrouve donc au scénario Jean-Paul Rapneau, mais aussi quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration, Jean-Loup Dabadi. Il se trouve que je vous ai recommandé dans Cinécure épisode 2 Max et les Ferrailleurs de Claude Sauté, et que les deux hommes ont collaboré sur quelques films ensemble. J'avais d'ailleurs fait un détour pour vous mentionner Les choses de la vie dans ce même épisode, un chef-d'œuvre absolu dont je finirai bien par vous parler. Ici, il signe les dialogues, bien sûr, et une partie de l'histoire, ce qui n'a rien de surprenant quand on connaît son amour de l'Italie, son romantisme et son idéalisme, des traits que l'on retrouve notamment dans le personnage de Montand, et pour lequel Dabadi avait écrit les personnages de César dans César et Rosalie, et celui de Vincent dans Vincent, François, Paul et les autres. 2 autres grands films de Sauté. Je n'en ai pas la confirmation, mais j'ai l'intime conviction que Dabadi a enrichi le personnage de Martin, interprété par Yves Montand, en lui donnant cette touche si particulière. C'est d'ailleurs drôle parce que le film n'était absolument pas pensé pour lui, mais pour une star américaine à la base. C'est peut-être ce qui explique la présence de Tony Roberts, éminent second rôle de films comme Annie Hall, Les Pirates du métro ou encore Serpico, qui interprète ici l'un des poursuivants de Deneuve et qui malheureusement y laissera un magnifique tableau bien maltraité. Le rôle était en effet prévu pour Elliot Gould, qui le refusera, laissant place ainsi à de nombreux autres prétendants, à savoir tour à tour Paul Newman, Marlon Brando, Jack Nicholson. Pas mal quand même pour un 3e film. Au final, on pensera aussi à Delon, à Ventura, puis évidemment à Belmondo, avec qui Rapneau venait de tourner Les Mariés de l'an 2. 11 ans après L'Homme de Rio, on pense évidemment à ce monument de Philippe de Broca, pas tant pour les cascades, mais pour les décors, et évidemment le lien qui unissait Catherine Deneuve à sa sœur Françoise d'Orléac, comme si un relais était passé entre elles, et puis bien sûr parce que Rapneau avait participé au scénario du film de Bébel. Au final, tant mieux pour Montand qui avait aimé le scénario, et tant mieux pour nous. Alors bien sûr, il faut recontextualiser un peu le film pour comprendre notamment certaines choses, ne pas oublier que nous sommes dans les années 70, et à ce titre, bien évidemment, certaines scènes peuvent faire grincer des dents. La collaboration entre Rapneau et Montand a été compliquée, lui qui était notamment inquiet que son personnage soit dominé par celui de Deneuve. Mais il y a quelque chose qui relève pour moi de la comédie à la Francis Weber, avec un personnage ancré dans son quotidien, et un emmerdeur, dans ce cas précis,
une emmerdeuse. Enfin, à ce casting déjà riche, il ne faut pas oublier quelque chose que je laisse trop souvent de côté dans Cinécure, la bande originale fantastique de Michel Legrand. C'est grâce à sa musique que le film prend de l'ampleur et passe de simple comédie à vrai film d'aventure à la française. À ses côtés, pour donner encore plus de poids au décor, Pierre Lhomme fait un formidable travail à la photographie, pour lequel il sera d'ailleurs nommé au César, aux côtés de Deneuve donc, et de Jean-Paul Rappeneau, pour le meilleur film. Bref, si vous aimez l'aventure, Toulouse-Lautrec et les couchers de soleil renversants, Le Sauvage est fait pour vous. En 1975, en France, on pouvait voir en salle Peur sur la ville de Henri Verneuil, Le Vieux Fusil de Robert Enrico et Sacré Graal de Terry Gilliam. Le film est quant à lui disponible en streaming sur Canal+. Et voilà, l'épisode 15 de Cinécure est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. C'est très important pour le référencement. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous. On est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé par moi, Charles-Édouard Wasselin, produit par Adrien Larouzet et distribué par Vaisseau Hypersensas. Je les remercie tous de leur patience et de leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd. Vous la trouverez dans mon profil en description de cet épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà, aussi en tant que Charles-Eddy. C'est une fin de saison pour Cinécure qui va prendre une courte pause au mois d'août pour revenir en septembre à fond les ballons. On se retrouve néanmoins le mercredi 13 juillet pour le tout dernier épisode de la mini-série Ciné Essentiel. Je vous rappelle que j'ai eu l'honneur d'interviewer Chloé Follins, biographe de Henri-Georges Clouzot, et que c'est cet entretien que vous pourrez écouter. Le mercredi 20 juillet pour un nouvel épisode de Cinexplore, et après ça, rendez-vous en septembre. Voilà, vous savez tout. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!